Alors bonjour, je suis Géraldine des Affaires francophones et j'ai le plaisir ce soir d'introduire Dr Stéphanie Malherbe. Alors c'est une native d'Ottawa qui a obtenu son diplôme de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1999. Elle a complété sa résidence en médecine familiale au CLSC des Faubourgs à Montréal et en médecine d'urgence avec l'Université de Sherbrooke. Dr Malherbe travaille comme urgentologue à l'hôpital Montfort depuis 2004 et est membre des affaires francophones de l'Université d'Ottawa. Excusez-moi. Très impliquée en éducation médicale, elle est une des graduées de la cohorte 2014 du programme de professeur de marque de la faculté de médecine. Dr Malherbe s'est formé en cannabis médical via la certification canadienne offerte par Advancing Practice et a travaillé dans des cliniques de cannabis médical canadiennes de 2016 à 2018. Depuis ce temps, elle a eu de nombreuses opportunités de parler du cannabis médical au grand public, aux étudiants et aux résidents en médecine, ainsi qu'au personnel médical de l'hôpital Montfort. J'ai le plaisir de vous la présenter, je l'ai déjà fait, donc de la laisser parler. À vous. Merci Géraldine pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de cannabis médical. Je dois vous dire que c'est une formation qui est accréditée par l'université. Je dois également vous déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Comme Géraldine a mentionné, j'ai travaillé au Canadian Cannabis Clinic à Ottawa-NAP pendant quelques années comme médecin indépendant qui facture OHIP. Puis, le petit 10 en dessous, là, c'est le nombre peut-être de joints que j'ai fumé dans toute ma vie quand j'étais adolescente. Alors, c'est mon seul conflit d'intérêt, s'il en est un. Aucun produit ni producteur particulier ne sera discuté ce soir. Sachez que les patients ont la liberté de choisir les producteurs de leur choix et qu'il y a également d'autres cliniques de cannabis médical à Ottawa, dont je ne fais absolument pas la promotion de celle où j'ai travaillé. Également, je tenais à vous dire que ce n'est pas une présentation sur la légalisation ou un débat sur la décriminalisation du cannabis, que vous soyez déjà vendu au cannabis médical ou encore très sceptique. Mon but n'est absolument pas de vous faire changer vos convictions personnelles. J'espère simplement que vous ressortirez de cette présentation beaucoup plus informés pour vous et surtout pour les patients et le public que vous allez servir. Donc, voici les objectifs que vous avez tous vus. Et ça, ce sont des noms de souches de cannabis. Et si vous connaissez déjà tous ces noms de souches, peut-être que vous n'avez pas besoin d'assister à la présentation de ce soir. Pour ceux pour lesquels ça ne dit rien, on va continuer. Alors, d'abord un petit peu de noms de cannabis quand les patients se présentent et nous parlent de leur consommation. Ils utilisent différents termes, pot, weed, marijuana, hashish, herbe. Alors, il faut des fois parler le même langage qu'eux. Et puis après ça, il y a des noms qui sont un petit peu plus imagés que peut-être certaines personnes utilisent. Et les usagers donc de cannabis ont également différents noms qui peuvent être assez drôles qu'ils peuvent utiliser. Alors, voici la plante de cannabis. C'est une plante qui est une plante unisexuelle. Alors, voici l'anatomie 101 du cannabis. Les plantes que l'on consomme, ce sont les plantes femelles qui sont non pollinisées par les mâles, donc qui n'ont pas de graines. Et en fait, au départ, on les appelait les sensimilia, donc sans graines, vu que beaucoup de cannabis venait de la frontière avec le Mexique. Ce sont les femelles qui produisent les fleurs résineuses qu'on utilise pour le cannabis. Donc, ce sont les fleurs qu'on utilise pour le cannabis. La résine, quant à elle, est utilisée davantage pour le hashish. Et c'est dans ces têtes de fleurs femelles que vous voyez agrandies sur l'écran que l'on trouve les trichomes, donc les espèces de petits tiges avec les petits ronds au bout. Et ce sont les trichomes qui produisent cette résine. Ce sont des cristaux microscopiques qui produisent la résine. Docteur Malherbe, oui? Je suis désolée de vous interrompre. On ne voit pas votre vidéo. Elle est toujours sur la première diapositive.
Vous ne voyez pas mes diapositives avancées? Non. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous me voyez tous? Oui. OK. Je vais repartager l'écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Là, on voit le chanvre. D'accord, parfait. Est-ce que vous voyez les diapositives? Là, ça y est, c'est anatomie du cannabis. Vous avez manqué toutes les diapositives auparavant? Oui. Jusqu'aux objectifs? En fait, ça s'était arrêté à la première diapo et puis ça n'avait pas suivi. D'accord. Donc, les objectifs, les termes dont j'ai parlé, la plante, et voilà, j'étais rendue ici. Donc, Merci. l'anatomie du cannabis, est-ce que ça va? C'est bien maintenant. Alors, les trichomes que vous voyez ici, qui produisent la résine, ainsi que les terpènes, qui sont les huiles aromatiques et qui donnent cette espèce de goût, cette odeur au cannabis. Et bien sûr, tous les cannabinoïdes qui sont au nombre d'une centaine environ. Alors, le chanvre, c'est la tige des plantes mâles. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on fait le cannabis. Le chanvre industriel est utilisé dans différents produits qui ne sont absolument pas médicaux. Et il faut savoir que le chanvre a toujours un THC, donc le tétrahydrocannabis, dont on va parler un petit peu plus tard, qui est l'agent psychotrope, qui est toujours inférieur à 0,3 %. Donc, il n'y a absolument aucune substance psychotrope dans le chanvre. Sur le marché, vous allez parfois voir des produits d'huile de CBD qui sont vendus, mais également d'huile de chanvre. Alors, il faut savoir que l'huile de chanvre est beaucoup moins concentrée en CBD. Ça peut atteindre un maximum d'environ 40 % et il n'y a absolument pas de THC dedans. Donc, l'huile de chanvre est très, très faible et n'est pas considérée comme un produit de cannabis médical, même si certains vont l'utiliser à cet effet ou même si sur l'Internet, vous pouvez voir que c'est vendu à cet effet. Donc, ça, c'est juste une référence de la clinique Mayo qui est récente et qui vous indique un guide pour les huiles de CBD et les huiles de chanvre. Donc, au fur et à mesure de ma présentation, je vous ai mis des références d'articles parce que vous avez accès à la présentation par la suite et ça vous permet un petit peu d'avoir des références si vous en avez besoin. Alors, souvent, on va parler de cannabis sativa ou indica ou hybride. On en parle de moins en moins, cette différence. Ce sont des plantes qui sont initialement d'origine différente et qui auraient des propriétés différentes. Donc, certaines qui seraient plus soporifiques que d'autres, certaines qui, le sativa donnerait un petit peu plus de créativité. Donc, beaucoup d'artistes vont l'utiliser pour ça. Tandis que l'indica donnerait des sensations physiques qui seraient un petit peu plus grandes. Mais encore une fois, de nos jours, quand on parle de cannabis médical, on se concentre sur la concentration de CBD versus de THC qui est dedans pour un petit peu déterminer l'effet du cannabis. Alors, les composantes principales du cannabis médical, le tétrahydrocannabinol, donc le THC dont vous allez entendre parler, qui est le plus important agent psychoactif et en fait un des seuls agents psychoactifs du cannabis, qu'on détermine en termes de pourcentage de concentration qui peut aller entre 1 et 30 %, la moyenne étant environ de 10 à 15 %. Quand on parle de 30 %, on parle d'un niveau très, très, très élevé. Puis à 1 ou en bas de 1 %, c'est presque indétectable si on fait des tests d'urine. Alors, vous avez une petite idée. Le CBD, qui est l'autre agent principal, qui est le cannabidiol, et qui agit en synergie avec le THC. Et puis, toutes les autres composantes, tous les autres cannabinoïdes qui sont, comme je vous ai dit, environ une centaine, et dont certains sont un petit peu mieux définis. Je vous les ai mis ici sur la roue, et qui peuvent donner certaines propriétés supplémentaires au cannabis. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, le ratio THC-CBD. Donc, le système endocannabinoïde, c'est un système qui est intrinsèque au corps humain et on a des récepteurs qui ont été découverts dans les années 90, surtout les récepteurs CB1 et CB2. Donc, les récepteurs CB1, on les trouve notamment au niveau du cerveau, du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Et on a des récepteurs au niveau du système immunitaire qui sont les récepteurs CB2. On a deux cannabinoïdes endogènes principaux, l'anandamide et puis le 2-AG.
qui est un nom très, très long que je ne suis pas capable de prononcer, et qui ont été bien définis. Et c'est intéressant de voir que l'anandamide, c'est un mot en sanskrit qui veut dire joie suprême. Donc, c'est vraiment déjà un cannabinoïde endogène qui avait été découvert, qui donnait une sensation de bien-être ou qui agissait sur un aspect psychotrope du corps. Donc, tout ça, ça inhibe ou excite les circuits de différents neurotransmetteurs, notamment au niveau du GABA et du glutamate, et qui sont synthétisés sur demande et rapidement hydrolysés. Le THC, lui, va devenir un agoniste partiel de ces récepteurs et va permettre de garder ces neurotransmetteurs en circulation plus longtemps. Et c'est là qu'on arrive avec des effets analgésiques, antiémétiques ou anxiogènes du THC. Le CBD, lui, c'est un antagoniste des CB1 et des CB2, mais il agit également au niveau d'autres enzymes pour cataboliser d'autres réactions et aurait un effet davantage anti-inflammatoire, anticonvulsivant et neuroprotecteur. Donc, voici les effets bénéfiques potentiels du cannabis médical. Ils sont relativement simplifiés pour qu'on puisse s'en souvenir. Donc, le THC, c'est vraiment celui qui va agir au niveau de la douleur. C'est sûr que le CBD va agir davantage au niveau de l'inflammation et on sait que l'inflammation cause aussi de la douleur. Donc, il y a aussi un potentiel analgésique au niveau du CBD, mais c'est vraiment le THC qui agit davantage sur la douleur, ainsi que la relaxation musculaire et les spasmes musculaires. C'est vraiment la spasticité, c'est vraiment également le THC. Le CBD, lui, agit davantage au niveau de l'aspect anticonvulsivant et également anti-inflammatoire. Il peut aussi contrer les effets qui sont psychotiques ou les effets de psychose ou d'anxiété du THC. Le CBD peut contrer avec un effet davantage antipsychotique et anti-anxiogène en modulant les récepteurs, les mêmes récepteurs que le THC. Alors, je vous montre brièvement les produits qui existent au niveau du cannabis médical. On a du cannabis séché, on a de l'huile de cannabis et puis maintenant, depuis quelques années, on a du cannabis qui est en capsule. Alors, le cannabis en capsule, c'est vraiment juste de l'huile de cannabis. Mais ça plaît beaucoup aux gens parce que le fait de prendre des comprimés, ça rend le cannabis un peu plus médical et donc il est beaucoup mieux accepté de prendre des capsules que des fois de prendre de l'huile qui a parfois un mauvais goût aussi au niveau du palais parce que c'est huileux. Juste pour vous donner une idée, l'huile de cannabis, c'est en milligrammes par ml. Donc, souvent, ça va être 100 milligrammes par ml, 50 milligrammes par ml. Puis, vous donner une idée, dans 1 ml, c'est à peu près 20 gouttes de cannabis. Donc, quand on va doser l'huile de cannabis, on peut la doser ou au niveau d'un petit doseur ou en termes de gouttes. On va y revenir. Les différentes concentrations, donc vous pouvez avoir des concentrations qui sont plus élevées en THC, plus élevées en CBD ou encore balancées. L'administration de cannabis, on en a différentes sortes. Donc, on a mentionné le cannabis séché qui peut être fumé, qui peut être vaporisé, qui peut être aussi cuit au niveau de la nourriture. On a des patchs qui sont en vente, qui sont davantage du domaine un peu plus cosmétiques, mais qui peuvent avoir un effet bénéfique au niveau topique, des douleurs, des arthralgies par exemple. On parle du CBD en patch qui peut aider pour des lombalgies. On l'a en suppositoire, en gélule, en spray. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc, énormément de façons d'administrer le cannabis. Donc, les produits qu'on a, on a le hashish ou l'huile de hashish qui peut être excessivement concentrée, qui ne sont pas des produits de cannabis médical, ce sont plus des produits qui sont au niveau du cannabis récréatif, où le taux de THC peut monter jusqu'à 90%. Alors, quand vous avez des patients qui vous parlent de shatter, de bud ou de wax, c'est clairement du THC ultra concentré et qui peut causer vraiment des effets secondaires néfastes comme les psychoses et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment purement pour l'effet de high que les gens consomment ce genre de produit qui est souvent modifié avec des solvants même à la maison. On a les produits comestibles qui sont en vente depuis peu et qui sont légalisés. Et on a certains vaporisateurs, dont un qui est homologué au niveau du cannabis médical, je vais y revenir. Et vous avez les voies d'administration du cannabis séché et de l'huile. Donc, je vous ai parlé de fumer, de vaporiser. Fumer, l'effet est immédiat. Quand on vaporise, l'effet est rapide également. Donc, fumer, vaporiser, l'effet est passablement similaire. Les gens vont décrire que quand ils fument, l'effet est de peut-être quelques minutes un peu plus rapide.
le pic d'effet au bout de 10-15 minutes et la durée à peu près 3-4 heures, dépendamment de l'usager qu'on a. L'ingestion, par contre, on parle d'un début qui est beaucoup plus retardé, avec un pic à 2-3 heures qui peut durer jusqu'à 4 à 8 heures. Et même plus selon certaines personnes et selon si l'estomac était vide ou l'estomac était plein. Donc, c'est très important de faire très attention avec les produits ingérés parce qu'il peut y avoir un délai qui fait que les gens n'ont pas l'effet désiré et en prennent des quantités qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'ils avaient voulu ingérer a priori. Je vous ai mis en bas une petite photo du cannabis quand il est frais versus quand il est vaporisé et quand il est fumé, ce qui m'amène à vous parler un petit peu de la combustion versus de la vaporisation. Donc, si on a une chose avec laquelle on peut aider nos patients qui fument, c'est de les encourager à vaporiser le cannabis au lieu de le fumer parce que les produits de combustion sont vraiment moindres, de un. De deux, on ne perd pas 50% du cannabis en fumée comme on le perd au niveau du cannabis fumé versus vaporisé. Vaporisé, il est simplement chauffé dans un petit vaporisateur et on retient à peu près 95%, on est capable de le retenir. Tandis que 50% seulement quand on le fume, le reste part en fumée. Donc, c'est les autres qui ont la mauvaise odeur et la combustion également du cannabis. La vaporisation, ça ne crée pas de fumée. On peut sentir une petite odeur, mais qui est moindre. Et c'est un peu moins néfaste au niveau des poumons. C'est sûr que quand je vous parle de vaporisation, on parle vraiment de cannabis qui est simplement chauffé et inhalé. Si vous allez avec des crayons qui sont plus au niveau récréatif et qui ont de l'huile chauffée, là, vous vous exposez à avoir tous les évalies et tous les dommages respiratoires qui sont associés à la vaporisation et dont on commence à parler de plus en plus en ce moment. Donc, je suis loin de vous dire que la vaporisation est optimale, mais elle est définitivement à moindre risque que de fumer le cannabis. D'autant plus que beaucoup de patients vont couper le cannabis avec la cigarette. Donc, ça double un petit peu les dommages au niveau respiratoire. Les vaporisateurs, vous en avez différentes sortes. Plus ils sont de meilleure qualité, plus vous pouvez doser un petit peu la chaleur à laquelle vous les utilisez. Et certains sont remboursés par le Ontario Disability, donc ODSP. Donc ça peut être intéressant sous prescription d'être capable de faire une prescription aux patients sous ODSP de vaporisateur pour qu'ils puissent utiliser le cannabis de façon un peu plus sécuritaire. Et en bout de ligne, pour les convaincre, souvent, je leur dis que comme ils vont économiser à peu près 50%, bien, au niveau financier, ils vont également économiser leur cannabis. Et également, ce qui reste en vaporisateur peut être réutilisé et peut être cuisiné et consommé de façon via des biscuits ou autres produits comestibles. Donc, ils peuvent le réutiliser, ce qui leur fait encore économiser de l'argent, ce qui est toujours un élément convaincant. Alors, juste pour vous donner une idée, un joint typique contient à peu près 750 mg de matière végétale de cannabis, donc entre 7,5 et 225 mg de THC. Je vais revenir aux tableaux que vous avez qui sont disponibles en ligne et dans ma présentation pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et c'est recommandé de commencer vraiment bas avec une puff. Quand je parle de puff de vaporisation ou de respiration et monter jusqu'à peu près 4 fois par jour avec un THC dans à peu près 9%, qui est une moyenne, qui est un bon début pour commencer pour l'effet du THC. On peut commencer plus bas aussi, mais si on veut vraiment les effets du THC avec un 9% pour des gens qui sont naïfs ou qui n'ont pas d'expérience avec le cannabis médical, c'est un bon début. Alors, voici les tableaux pour vous donner un petit peu les équivalences. Et je vais prendre une petite pause pour vous dire que si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, écrivez-la dans le chat. Si c'est une question urgente, s'il vous plaît, m'interrompre. Sinon, écrivez-la dans le chat et puis il me fera plaisir d'y répondre à la période de questions à la fin de la présentation. D'accord? Donc, je vous ai mis également un tableau pour l'huile, pour savoir à quoi ça correspond. Donc, on a un petit doseur comme ça qui est de 1 ml et on peut commencer avec de l'huile avec 0,2, 0,4 ou même 0,5 ml par jour et monter facilement jusqu'à 1 ml 2 fois par jour, qui est habituellement la dose maximale pour laquelle on doit avoir un effet. S'il y a 1 ml 2 fois par jour,
rarement 3 fois par jour, mais habituellement 2 fois par jour, on n'a aucun effet. Il faut penser à changer la concentration du produit, c'est-à-dire on peut augmenter le pourcentage de CBD, on peut augmenter le pourcentage de THC, mais il faut modifier quelque chose. Ce n'est pas utile de prendre 10 ml d'huile de CBD par jour qui va coûter une fortune aux patients si on n'a pas l'effet désiré. Donc là, je vous indique un peu ce qu'on peut trouver également en ligne, ce que les patients vont regarder quand ils choisissent leur souche. Donc, leur souche va leur indiquer un petit peu le pourcentage de THC, le pourcentage de CBD, parfois les autres pourcentages aussi, et les effets qui peuvent être recherchés ou qui sont recherchés par le patient. Donc, le patient va avoir accès à ce genre de tableau. C'est juste un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous donner une idée aussi que quand vous parlez, vous pouvez sortir ça et puis avoir une discussion avec les patients. Ça, c'est un autre site, CanvasRx, qui est un site qui est accessible pour les professionnels de la santé et qui peut vous donner aussi les effets qui sont déterminés par les patients et par les compagnies pour dire quel genre d'effet rechercher. C'est sûr que c'est très subjectif, mais ça peut être utile d'avoir le feedback des patients à ce niveau-là. Alors là, je vous ai mis un tableau qui est important à comprendre pour savoir quand on parle de cannabinoïdes, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, on a les endocannabinoïdes dont je vous ai parlé, qui ont ceux qui sont endogènes. On a les phytocannabinoïdes, donc qui sont le cannabis médical dont on parle, mais le cannabis séché, donc il y a du CBD, du THC et d'autres cannabinoïdes. Et on a les cannabinoïdes synthétiques qui sont de deux formes différentes. On a ceux qui sont le cannabinoïde médicaux, qui sont synthétisés en laboratoire. On parle du dronabinol ou du nabilone. Et puis, on en a un autre aussi en spray dont je vais vous parler, le nabiximol. Et on a les cannabinoïdes synthétiques qui sont des drogues. Donc, on l'appelle le Spice, le K2. Et ça, ce sont vraiment des cannabinoïdes entièrement synthétiques qui sont sur le marché récréatif comme substitut légal du cannabis. On peut commander en ligne sur des sites un peu plus douteux et qui sont vraiment faits dans des laboratoires clandestins. Tandis que les cannabinoïdes synthétiques qui sont homologués sont des produits qui peuvent être remboursés et homologués par Santé Canada et qui sont faits dans des laboratoires qui sont des laboratoires homologués. Donc, je voulais juste mettre ça clair parce que des fois, on parle de toutes sortes de produits puis les gens sont perdus avec ça. Donc, les cannabinoïdes sous prescription, on a le nabilone, j'ai vu qu'il y avait un médecin qui faisait des soins palliatifs. Donc, souvent, c'est des produits qui sont quand même relativement connus par les médecins en soins palliatifs et les médecins en médecine familiale également. Donc, le nabilone, qui est un très vieux médicament qui coûte vraiment pas très cher, qui est remboursé par OIP et qui vient sous forme de capsule, qui est un analogue synthétique du THC et dont la posologie peut aller de 1 à 2 mg 2 fois par jour pour un maximum de 6 mg par jour, qui est homologué pour les nausées, vomissements sévères associés à la chimiothérapie et d'autres indications qui sont un petit peu plus off-label, mais qu'on utilise également. Les effets secondaires cognitifs sont assez limitants, notamment au niveau des étourdissements et de la sédation. Donc, je vous encourage à commencer le nabilone le soir et à des petites doses, 0,25 mg. S'il n'y a pas d'effet, ce sera toujours le temps de l'augmenter, mais de commencer trop tôt, on se heurte au fait que le patient n'aimera pas l'effet que ça va lui causer et vous allez être obligé de l'arrêter et de le mettre de côté comme médicament, alors que c'est un médicament qui pourrait être très utile et qui peut aussi servir à savoir si c'est efficace au niveau de la douleur. À ce moment-là, on peut passer au cannabis séché. Si, par exemple, oui, la douleur est soulagée, mais les effets secondaires sont indésirables, on peut passer au cannabis séché et être capable de peut-être mieux balancer les effets secondaires avec le cannabis séché parce qu'on a beaucoup plus de concentration. On a du CBD qu'on peut rajouter. Le Sativex, c'est un vaporisateur buccal qui, lui, est homologué spécifiquement pour les patients atteints de sclérose en plaques pour soulager la spasticité, donc qui est prescrit par les neurologues souvent, qui peut également être homologué pour la douleur cancéreuse modérée à sévère chez des patients qui ont un traitement opiacé déjà maximal ou qui sont limités par des effets secondaires très indésirables. C'est un médicament qui est coûteux, c'est encore un médicament d'exception. Et on a également l'Epidiolex, qui est une huile de CBD qui est homologuée pour l'épilepsie pour des syndromes assez particuliers d'épilepsie pédiatrique sévère, comme les syndromes de Lennox-Gastaut et Dravet, et qui fonctionne bien pour diminuer environ 50% des convulsions
on parle de jeunes enfants qui ont des convulsions à répétition une bonne partie de la journée. Donc, je vous ai mis un tableau de comparaison un petit peu avec ces différents produits. Donc, quand on parle de cannabis médical au Canada, voici les possibilités de cannabis, en sachant que le cannabis séché peut être cuisiné ou mis dans des produits ou modifié par les patients eux-mêmes pour le prendre de façon différente. J'ai des patients qui en ont créé des suppositoires avec leur cannabis séché et pour eux, c'était une bonne façon de le prendre. Donc, ils ont créé ça chez eux à la maison. Le cannabis en chiffres, donc l'usage récréatif est énorme. On parle de 5 millions d'adultes dans les derniers 12 mois. Le même taux que les fumeurs de cigarettes. On dit qu'un Canadien sur deux a consommé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Et un tiers de ces patients-là, un tiers de ces gens-là ont un usage quotidien. Donc, c'est énorme. Et on s'attend à ce que ça ait... En fait, ça a déjà augmenté un peu depuis la légalisation. Pas forcément chez les jeunes, ça a augmenté plus au niveau récréatif pour avoir des gens qui veulent ou en acheter à plus bas prix, qui étaient déjà des usagers, ou encore des nouveaux usagers qui veulent l'essayer pour voir, vu que c'est maintenant légal. Si on regarde, on voit que par le groupe d'âge, on a quand même la population jeune qui est très représentée. Et je pense que c'est dans le groupe de 15 à 24 ans où on a une responsabilité en tant que médecin de faire très, très attention et de limiter les effets néfastes du cannabis au niveau récréatif et de faire très attention pour la prescription de cannabis médical dans ce groupe d'âge-là. On va voir les restrictions tout de suite. Donc, le nombre de permis de cannabis médical en Ontario est très élevé par rapport aux autres provinces. Donc, on est une province qui a beaucoup de permis de cannabis médical. Et vous voyez également qu'on a de nombreux producteurs en Ontario et en Colombie-Britannique. Ce sont les deux endroits où on a le plus de producteurs. Alors, au niveau du cannabis médical, c'est très intéressant de savoir qu'il y a au moins 10% des patients, des consommateurs qui vont dire qu'ils utilisent le cannabis comme automédication pour des symptômes, pour les soulager pour des symptômes qu'ils considèrent associés à des pathologies médicales. Il y en a à peu près 36% qui vont dire que c'est mixte, c'est-à-dire qu'ils aiment l'effet que ça leur procure, mais également ça les soulage de leurs symptômes. Et quand on parle de patients qui sont atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, donc de douleurs abdominales chroniques, de sclérose en plaques, de douleurs chroniques pelviennes, ça peut monter jusqu'à 50%. Et quand on regarde le niveau de la quantité de licences médicales qui sont données versus la quantité d'usagers, on voit qu'il y a une bonne proportion de personnes qui n'ont pas de licence de cannabis médical, mais qui l'utilisent pour se soulager. Et 70% de ces usagers vont trouver un effet au moins modéré de l'amélioration des symptômes. Alors, on va voir l'évidence médicale, mais c'est intéressant de savoir que subjectivement, 70% de ces patients-là se trouvent soulagés. Alors, c'est quand même important de voir que nous, ce qu'on veut pour les patients, on ne veut pas leur créer de dommages, en premier, ne pas nuire, mais on veut également qu'ils soient soulagés. Alors, c'est comme pour beaucoup de produits qui sont plus homéopathiques ou des produits qui sont considérés comme du domaine plus de la médecine complémentaire et alternative. On a tendance à dire aux patients, écoutez, si ça n'agit pas, si ça n'a pas d'effet secondaire, si vous le tolérez bien, si ça n'a pas d'interaction avec vos médicaments, je ne vois pas pourquoi, si ça vous fait du bien, vous ne pourriez pas en prendre. C'est un petit peu où je veux en venir avec le cannabis médical dans certains cas. Donc, je vous ai mis un petit peu les références au niveau de la recherche par rapport à ça. Si on passe brièvement au contexte historique et légal du cannabis, je vous ai mis un petit peu d'où ça vient, comment ça a évolué au fil du temps. Comme quoi, de façon très historique, on avait déjà, il y a un siècle et demi, Sir William Osler, qui est considéré le père de la médecine moderne, qui l'utilisait déjà et qui le décrivait déjà pour traiter douleurs, vomissements, convulsions, spasticité, dysménorrhée. Bon, hystérie, on n'utilise plus trop ce terme. Mais donc, c'était déjà des indications qui sont les mêmes que de nos jours. Et puis après ça, il y a eu toute la criminalisation, la décriminalisation pour en arriver à une légalisation à des fins médicales Santé Canada depuis 2001 et différentes lois, dont celle de 2014 qui nous permettait d'autoriser le cannabis
c'est le prescripteur qui avait cette charge-là pour l'indication et la dose. Le Santé Canada, lui, autorisait les producteurs licenciés à cultiver et à envoyer le cannabis aux patients qui en avaient l'autorisation. Et ça, c'était le critère, donc qui est assez large, un symptôme débilitant associé à une condition médicale ou un traitement médical pour cette condition. Donc, en fait, c'était vraiment le médecin qui décidait ou confirmait que le cannabis était utilisé à des fins médicales et que le patient avait la possibilité de bénéficier de son utilisation. En 2016, on a eu le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales qui donnait accès à l'huile de cannabis, la possibilité de cultiver des plantes chez soi et d'obtenir des graines et qui nous donnait également des normes de plus strictes où on devait déterminer le pourcentage de THC qu'on prescrivait aux patients. La possibilité également de désigner quelqu'un pour produire ou pour faire pousser des plantes à notre nom. Donc, vous voyez quand je vous parle que la frontière entre le récréatif et le médical est très floue. C'est quelque chose que les gens se posent la question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir du cannabis médical quand on a une légalisation? Et si oui, quels sont les avantages? Puis, à la fin, on va faire un petit peu une conclusion pour voir les effets bénéfiques d'avoir cette double voie. Et il faut savoir que cette double voie va rester active au moins pendant 5 ans. Donc, vous voyez que 2023, ça va être réévalué. Mais jusqu'en 2023, on aura le récréatif et le médical. Donc, le récréatif est en vente libre avec les Ontario Cannabis Store. Au Québec, c'est d'autres magasins ou d'autres magasins online. Et puis, les souches médicales, elles, sont sur ordonnance, qui peuvent même être remplies aux shoppers. Il faut savoir que peu importe où on fait remplir notre prescription, ça va être livré de façon anonyme chez nous, comme Amazon, mais ça va être du cannabis. Alors, il n'y a pas de magasin pour lesquels le cannabis médical, on va entrer chez Shoppers et on va en ressortir avec notre boîte de cannabis. Donc, tout est livré. Les comestibles et les topiques, eux, sont légalisés depuis octobre 2019. Gros pourcentage du marché récréatif parce que c'est très attrayant, c'est bonbons, c'est biscuits, tout ça. Les producteurs aimeraient que les produits qui n'ont que du CBD, donc qui ne sont pas psychoactifs, soient considérés comme des produits naturels en vente libre, mais ce n'est pas le cas actuellement. Il y a eu une hausse des intoxications accidentelles pédiatriques avec la normalisation, la légalisation des produits comestibles et c'était à prévoir. Donc, très, très important au niveau de la sécurité de mentionner aux patients de bien mettre sous clé ou en dehors d'atteinte des enfants et des personnes âgées qui pourraient avoir des problèmes cognitifs et des adolescents et de toute autre personne pour lesquelles le cannabis n'est pas dirigé. Je vous ai mis aussi les limites de possession et d'entreposage personnel en vertu de la loi sur le cannabis. Donc, c'est 30 jours de cannabis séché sur lesquels on a le droit d'obtenir, d'avoir sur soi si on est arrêté par les autorités, ainsi que les 30 grammes qui sont autorisés aux fins non médicinales. Donc, un total maximal de 180 grammes. Et ça, c'est si seulement on a le 50 grammes qui est prescrit pour 30 jours, ce qui n'est pas forcément le cas pour la majorité des patients qui auront 1 gramme par jour de prescrit. Ils auront juste 30 grammes, donc 60 grammes sur soi. Je vous ai mis également les lois pour cultiver le cannabis chez soi s'il y a des patients qui ont des questions par rapport à ça. Voyager, c'est illégal. Ça s'applique à tous les pays, que le cannabis il soit légal ou non. On ne peut voyager avec du cannabis, qu'il soit médical, prescrit, qu'on ait une carte, pas une carte. C'est interdit. Je vous ai mis aussi la taille des joints pour vous donner une idée un petit peu de à quoi ça correspond un joint de 1 gramme de cannabis versus un demi-gramme versus un quart de gramme. Donc, je vous disais qu'à peu près 750 grammes, 750 milligrammes, c'était la taille d'un joint moyen. Donc, aux États-Unis, vous avez différents endroits où le cannabis est légalisé, décriminalisé, etc. Mais les patients ne peuvent traverser la frontière. Il y a des patients, des snowbirds, en fait, à l'époque où on pouvait encore traverser la frontière, qui essayaient d'avoir une licence, par exemple en Floride, mais ne pouvaient traverser la frontière avec leur propre cannabis. Et je reviens au fait que ces patients-là, les patients que j'avais qui étaient des snowbirds, souvent, j'allais les passer sous Nabilone ou essayer de trouver une prescription de Nabilone qui pouvait leur convenir le temps qu'ils passent en Floride ou qu'ils traversent la frontière pour avoir
un voyage de courte durée, parce que le Nabilon, comme il est sous prescription, est permis pour traverser les frontières, parce que c'est considéré comme un médicament synthétique. Pour la conduite automobile, je vous ai mis également les références. Donc, 3 à 4 heures après avoir fumé ou vaporisé, on est théoriquement encore sous l'effet du cannabis. Après l'ingestion, c'est 6 à 8 heures, ou si on ressent encore un effet qui peut aller jusqu'à 12 heures. Et tant qu'on ressent de l'euphorie, on ne devrait pas conduire. Il est un peu inquiétant de savoir que de nombreuses études ont démontré que les patients qui conduisent sous l'influence du cannabis n'ont pas la notion d'être impaired, donc d'avoir leur faculté affaiblie par le cannabis. Et quand on les teste, ils sont clairement au-dessus d'une valeur qui est euphorisante. Également, en milieu de travail, il y a beaucoup de patients qui vont travailler en milieu de travail avec une certaine forme ou de cannabis médical qu'ils prennent, mais qui peuvent avoir une certaine forme de faculté affaiblie. Donc, s'ils utilisent des machineries lourdes, ça peut être problématique. Alors, je vous ai mis des références par rapport à ça. C'est sûr que Santé Sécurité au travail doit être au courant dans vos milieux de travail des patients qui prennent le cannabis et ils ont chacun leur réglementation par rapport à ça. Mais beaucoup de gens qui consomment du cannabis récréatif vont avouer conduire en dedans de 2 heures d'utiliser un véhicule et ça, c'est un peu inquiétant. Sachez aussi que pour le Ministry of Transportation, nous sommes en devoir comme médecin de le déclarer comme un substance use disorder pour les patients qui continueraient à consommer et conduire sous l'influence, un peu comme l'alcool. Alors, ce n'est pas tous les gens qui consomment de l'alcool de façon récréative pour lesquels on va les déclarer au MOT, mais si ça devient une consommation qui est jugée comme étant un problématique, à ce moment-là, c'est notre devoir de le faire. Je vous ai mis les lignes directrices du CPSO. Les infirmières praticiennes peuvent également prescrire le cannabis. Donc, vous voyez que le dernier update a été fait en juillet 2019, donc assez récemment. Et c'est important un petit peu de suivre chacun nos normes ontariennes, aux normes de notre province. Je vous ai mis les mises à jour également au niveau du Collège des médecins du Québec. Vous avez l'Association médicale canadienne qui, elle, est assez contre le fait d'avoir 2 systèmes, donc le système récréatif et le système médical. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, les recommandations qui ressortent de ces lignes directrices-là, j'ai essayé de vous les mettre un peu en résumé. Donc, le cannabis médical est potentiellement inapproprié à être prescrit chez les moins de 25 ans. Faire très attention à ce sous-groupe-là. Le cerveau se développe encore. Le cerveau a un potentiel d'addiction qui est plus grand. Si on a des antécédents personnels ou familiaux de psychose, des troubles de consommation d'autres substances psychoactives, actuelles ou antérieures. Ce n'est pas une contre-indication absolue. C'est un drapeau qui se lève et qui doit nous indiquer de peut-être faire des tests comme CAGE ou d'autres tests d'abus de substances et voir si c'est approprié ou non chez ces patients-là. Peut-être diminuer la concentration de THC, peut-être les suivre de façon plus rapprochée. Une maladie cardiovasculaire active comme une arythmie, une maladie, une angine qui est instable. On sait que le cannabis peut avoir un effet hypertenseur, mais également d'hypotension orthostatique et un effet tachycardisant, donc il peut déclencher de l'arythmie. On a toute une composante de l'artérite associée au cannabis, qui est une genre d'inflammation qui pourrait potentiellement amener à une athérosclérose plus accélérée, mais tout ça reste encore dans le domaine de la recherche. Au niveau d'une maladie respiratoire qui est active ou moins bien contrôlée, on peut imaginer que les MPOC qui fument du cannabis ont le même problème avec tous les produits de combustion que de fumer la cigarette. Et le gros, c'est vraiment grossesse, allaitement, désir de fertilité. Le cannabis pendant la grossesse est un gros non. Et je veux vraiment insister sur le fait que malheureusement, de nombreuses femmes vont utiliser le cannabis pour les nausées et vomissements de grossesse à cause de leur effet antiémétique. Il y a une claire association avec les naissances prétermes, avec également une association qui n'est pas forcément une association de causalité, mais simplement une association avec l'autisme qui serait multiplié par 2. Mais encore une fois, c'est une association et non une causalité. Par contre, avec
les naissances prétermes, c'est une causalité. Et également, on sait que si les femmes utilisent le cannabis pendant la grossesse, on a une association chez ces femmes-là avec l'utilisation d'alcool et d'autres drogues. Donc, il faut faire vraiment très attention et beaucoup d'éducation par rapport à ça. Vous avez un rapport qui date de 2017 qui fait le point sur toute la recherche sur les effets du cannabis et des cannabinoïdes, dépendamment des différentes maladies qui pourraient vous intéresser. C'est sûr que depuis 2017, ça continue tout le temps. Malheureusement, c'est souvent encore des études observationnelles ou de moins d'ampleur. Mais on a quand même certaines indications qui sont plus claires et qui ont des preuves concluantes et substantielles. Et on parle vraiment clairement de la sclérose en plaques avec la spasticité et de la douleur chronique neuropathique. Donc, je pense que c'est clair à ce niveau-là qu'il y a des preuves concluantes sur la douleur chronique neuropathique et on va voir où est-ce que ça s'inscrit un petit peu dans l'algorithme de traitement. Au niveau de la douleur en soins palliatifs, de la douleur de cancer réfractaire, il y a une place, ainsi que les nausées, vomissements associés à la chimiothérapie. Ensuite, des preuves modérées au niveau du sommeil associées à ces maladies-là et des preuves limitées au niveau de certaines autres conditions que j'ai nommées en dessous. Donc, vous voyez que même dans le Canadian Family Physician, on a un guideline simplifié sur les cannabinoïdes et on voit que ça peut être considéré quand il y a plusieurs médicaments qui ont été déjà essayés pour la douleur neuropathique. À ce moment-là, on peut essayer le Nabilone et on sait que quand le Nabilone a trop d'effets secondaires, le cannabis séché a sa place. Si on regarde maintenant dans le Canadian Family Physician de 2017, on voit que les cannabinoïdes, et c'est très intéressant, sont maintenant en troisième position. Dans le dernier guideline qui datait de 2 ans précédemment, le cannabinoïde était en troisième position. Et donc, on les voit tout de suite après gabapentin, le gabapentin, les tricycliques, les antidépresseurs. Après ça, on a opioïdes, tramadol et rapidement après, on a les cannabinoïdes. Donc, on voit quand même que la place est là. Et ce qui est intéressant, pour lesquels je vais m'attarder un petit peu, c'est les effets secondaires du cannabis. Alors, souvent, les études vont vous montrer que, bon, il y a énormément d'effets secondaires, les plus connus étant la confusion, difficulté à parler, dysarthrie, sédation, étourdissement, troubles psychomoteurs, ataxie, bon, l'appétit, tout ça, les conjonctives injectées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer un peu en haut les effets secondaires des cannabinoïdes avec la sédation, les étourdissements dont les gens se plaignent beaucoup et qui sont directement associés et proportionnels au pourcentage de THC. Donc, c'est important de savoir ça. Ils peuvent être mitigés en ajoutant du CBD dans les souches. Ils peuvent être mitigés en diminuant le pourcentage de THC. Mais je vous ai mis aussi le Lyrica, qui est un médicament qu'on utilise beaucoup pour la douleur neuropathique. Et je vous ai mis aussi les opiacés, qu'on utilise également. Et vous pouvez voir que les effets secondaires sont quand même passablement similaires et aussi incommodants pour nos patients. Et là, je vous ai mis tous les autres produits qu'on utilise pour la douleur neuropathique. Et vous voyez que tous ces médicaments-là ont des effets secondaires qui sont passablement similaires. Donc, je vais juste en venir au fait que les anti-partisans du cannabis médical vont dire oui, c'est bien beau, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Mais sachez que tous les médicaments qu'on prescrit pour la douleur neuropathique sont souvent limités également par des effets secondaires qu'il faut être capable de mitiger. Et l'avantage avec le cannabis séché, c'est qu'on est capable de doser davantage, peut-être avec les souches et avec les pourcentages de THC, en sachant qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs qui sont à faire. Comment le cannabis se compare avec d'autres drogues? Bien, en fait, il se compare relativement bien, comme vous pouvez voir, avec le risque de dépendance qui est moindre par rapport aux autres, qui n'est pas nul, évidemment. Le potentiel d'addiction, le potentiel d'intoxication et tout ça, qui est quand même relativement, en comparaison à d'autres, qui est relativement moindre. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de mort par overdose de cannabis pur qui a été trouvé. Alors, c'est quand même encourageant. Maintenant, quels sont les espoirs et les avenues futures? C'est sûr qu'on espère trouver de la modulation pour le cancer. On espère également trouver de la modulation au niveau des maladies inflammatoires de l'intestin. Les résultats sont encourageants. Quand on a des patients qui sont au bout du rouleau avec des douleurs chroniques abdominales, ça peut être définitivement quelque chose à essayer. Je l'ai moi-même essayé sur plusieurs patients qui ont eu des effets bénéfiques au niveau d'une diminution de la diarrhée, donc de l'inflammation avec le CBD et une diminution de la douleur avec le THC.
Pour la psychose, il faut augmenter le CBD. On sait que le CBD a des effets antipsychotiques à cause de son effet sur les récepteurs. Et donc, on pourrait imaginer que peut-être du CBD pur pourrait aider dans ce genre de situation-là. Mais encore une fois, il faut davantage de recherche parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui est très sensible aux effets psychoactifs du THC. On peut voir une aide dans le domaine de l'addiction, c'est-à-dire d'aider dans un monde où les opiacés sont en crise. Ça peut aider dans le sevrage des opiacés. Ça peut aider aussi à essayer de diminuer les dépendances aux opiacés. On espère aussi, au niveau de la neuroprotection, on peut avoir des effets au niveau de la remyélinisation de la sclérose en plaques. Donc, pour l'instant, le cannabis nous aide au niveau symptomatique, donc soulager les symptômes. On espère qu'à l'avenir, on peut avoir des effets qui seront au niveau vraiment du traitement de la maladie, donc vraiment de l'endroit où le bas blesse au niveau de la maladie. Et d'autres effets plus sélectifs. On a des nouveaux, là je vous ai mis quelques articles qui viennent de sortir sur peut-être un effet antibiotique potentiel ou potentialisateur du cannabis. Je vous ai mis aussi les derniers articles sur les effets associés au traitement de la douleur associée au cancer. Donc, je veux dire que les craintes chez les professionnels de la santé, c'est toujours de se dire, mon Dieu, est-ce que je vais encourager une dépendance chez mes patients et est-ce que je vais savoir vraiment comment prescrire ou suivre mes patients qui ont le cannabis? Donc, c'est là que je vais essayer de m'attarder un petit peu. Et les dangers, outre les effets secondaires initiaux dont j'ai parlé, les effets potentiels à long terme qu'on craint et dont il faut être aussi à l'affût. Il y a le syndrome d'hyperémesis lié au cannabis qu'on voit malheureusement de plus en plus et qui est également directement relié à la durée et à la quantité de THC qui est ingérée par masse corporelle. C'est-à-dire que les femmes avec un petit poids du haut THC peuvent être atteintes au bout de quelques mois, voire quelques années de ce syndrome qui est associé à des douleurs abdominales importantes, des nausées, vomissements récalcitrants et qui deviennent récurrents si l'usage de cannabis ne s'arrête pas. Au niveau respiratoire, je l'ai mentionné, au niveau reproducteur, à éviter, au niveau neurocognitif, on a tous ces effets-là qui peuvent être possibles avec l'usage à long terme et dont il faut parler à nos patients, notamment nos patients jeunes et qui utilisent le cannabis davantage de façon récréative. L'hyperémesis, c'est un peu paradoxal. Je vous ai mis juste un petit tableau, un petit schéma qui vous indique que autant à court terme ou à moindre dose, le cannabis peut aider pour les nausées et vomissements en jouant sur l'area post-tréma, mais à force d'être stimulé, peut amener à cette espèce de syndrome d'hyperémèse. Et c'est la théorie de la surcharge endocannabinoïde, où est-ce que quand on utilise du THC à faible concentration de façon brève et de façon dirigée, on peut avoir tous ces effets qui sont positifs, mais quand on les utilise de façon chronique ou de façon avec un THC très élevé, on arrive avec des convulsions, alors qu'à priori, avec du CBD et du THC bas, on peut arriver à une action anti-convulsivante et pareil au niveau des nausées et vomissements. Alors, je vous ai mis des interactions médicamenteuses. Elles ne sont pas énormes. Un que j'aime souligner, c'est le Coumadin. Mais bon, le Coumadin, ça réagit avec tout. Alors, on est quand même assez à l'affût comme médecin que le Coumadin, il faut le suivre quand on commence ça. Il peut avoir certains effets secondaires avec d'autres médicaments qu'on utilise pour la santé mentale. Donc, il faut être à l'affût de ça aussi et suivre de façon très proche ou en concomitance avec un psychiatre ou un spécialiste. Donc, c'est important de penser que quand on parle de cannabis médical, quand on veut essayer le cannabis médical, on veut essayer un essai thérapeutique. Et quand on parle d'essai thérapeutique, on parle de soulager les symptômes. Et une fois qu'on a épuisé ou qu'on a maxé les interventions qui sont prouvées, qui diminuent la mortalité, morbidité, on peut se diriger vers le traitement des symptômes et de la qualité de vie. C'est aussi ça comme médecin, notre rôle. Et d'évaluer la satisfaction du patient selon son barème à lui de risque-bénéfice et pas forcément selon notre barème à nous. Donc, la prescription, c'est toujours start low, go slow. Donc, toujours une quantité maximale par mois, un THC qui est bas. Et je vous ai mis le document médical qu'on trouve en ligne sur Santé Canada pour prescrire le cannabis.
Ça, c'est la prescription que moi, j'utilisais au niveau des cliniques canadiennes. C'est juste un exemple pour vous montrer que c'est assez simple. Donc, j'avais mon nom, l'adresse, mais ensuite, en bas, j'avais simplement à mettre le nombre de grammes par jour, maximal de grammes par jour que je recommandais pour le patient, avec le maximum de THC et pour combien de mois j'allais prescrire au patient. Souvent, c'était un début de 3 mois parce qu'il y a toujours un délai avant qu'ils reçoivent la commande, tout ça. On veut qu'ils puissent l'utiliser, l'essayer avant de nous en parler. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont utiliser 1 gramme par jour, mais ça veut dire que leur livraison va être de 30 grammes pour le mois. Donc, c'était pour vous donner une idée. Les points importants, bon, ça potentialise les effets sédatifs d'autres médicaments qu'on peut vouloir à ce moment-là diminuer pendant qu'on prescrit le cannabis médical. Il faut s'assurer également que les patients comprennent qu'il y a un coût associé. Ce n'est pas couvert, sauf les médicaments spécifiques dont je vous ai parlé. Les vétérans peuvent être remboursés, par contre, pour le cannabis, donc VA. Certaines compagnies privées commencent à rembourser quand c'est des capsules de CBD. Donc, c'est important au niveau des assurances de voir qu'est-ce qui peut être couvert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Les 3 motifs de consultation les plus fréquents auxquels je répondais étaient la douleur, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et je vous ai mis quelques exemples de patients que j'ai traités, que je n'ai pas mis pour que vous les reconnaissiez, mais pour vous donner des exemples de genre de pathologies que j'ai pu aider, que ce soit des fibromyalgies incapacitantes, opiacés dépendants, que ce soit des gens qui avaient la paralysie cérébrale avec une spasticité sévère, que ce soit des douleurs abdominales fonctionnelles avec anxiété, insomnie et dépendance aux benzos. J'ai réussi parfois à diminuer les benzos, à diminuer les opiacés et à avoir une meilleure qualité de vie pour des patients qui avaient à ce moment-là moins de dépendance aux opiacés, moins d'effets secondaires et parvenaient à mener une vie active, même parfois retourner au travail ou simplement se mobiliser davantage. Donc, on arrive parfois à déprescrire d'autres médicaments, même des anti-inflammatoires qui ont des effets secondaires que les patients ne devraient pas prendre. Donc, c'est une aide, définitivement. Quelques réflexions pour terminer. C'est sûr que l'usage du cannabis est augmenté depuis la légalisation. Il faut faire attention aux biais parce que les gens, comme c'est légal, sont plus à même de vous en parler, d'être plus ouverts à cela. Le cannabis se normalise tranquillement et je pense que c'est notre ouverture comme médecin à en parler davantage à nos patients. Le but n'est plus de limiter l'usage du cannabis, mais bien de limiter ses méfaits, d'être capable d'encadrer nos patients et d'avoir une ouverture d'esprit pour être capable d'avoir une discussion ouverte, que les patients se sentent en confiance de parler de leur consommation et que nous sachions, comme professionnels de la santé, être davantage au courant de ce qu'est le cannabis pour être capable de parler le même langage que les patients. Moi, je peux vous dire personnellement qu'à l'urgence, depuis que mes connaissances se sont améliorées au niveau du cannabis médical, j'ai pu connecter avec plusieurs patients qui ont été surpris, qui se sont ouverts à moi et que j'ai pu aider davantage, tant au niveau des fois d'un problème de dépendance au cannabis récréatif que d'améliorer, de changer leur pattern de consommation ou de les éclairer au niveau des effets secondaires et des effets à long terme s'ils ne changeaient pas leur consommation. La réduction des méfaits est réelle. Aux États-Unis, plusieurs études ont démontré qu'il pouvait y avoir une diminution au niveau des mortalités par overdose d'opiacés. Diminution aussi des prescriptions de benzo pour l'insomnie. On sait que les benzodiazépines pour l'insomnie ne sont pas des médicaments souhaitables. Et puis, les avantages finaux, je vais terminer là-dessus, du cannabis médical à l'ère de la légalisation, quels sont-ils? Je vous ai dit que j'allais faire un petit résumé de ça et le voici. De garder 2 voies permet d'augmenter la recherche et le développement de produits médicaux qui sont plus hauts en CBD et plus bas en THC. D'avoir un impact sur les patients complexes qui pourraient avoir un remboursement avec les assurances. Également, la volonté d'en parler avec des professionnels de la santé qui connaissent les autres médicaments qu'on prenne, qui connaissent les interactions médicamenteuses et qui peuvent parfois recommander aux patients de justement se procurer une licence de cannabis médical pour avoir des produits qui contiennent du CBD. On sait que sur le marché récréatif, les produits ne contiennent pas forcément de CBD parce que les gens veulent le vendre du THC à haut pourcentage pour pouvoir faire des profits financiers. Alors, des fois, ma seule contribution à ces patients-là, c'est de leur suggérer de rajouter du CBD dans les produits qu'ils utilisent déjà. Donc, aucune obligation de prescrire de votre part.
Vous pouvez référer à des cliniques de cannabis médical, mais vous pouvez également le faire vous-même avec les documents qui sont en ligne. Et voici juste un tableau final qui résume un petit peu tout ce que j'ai discuté. Voici les ressources de Santé Canada qui sont excellentes et que je vous recommande. Voici 10 recommandations que vous pouvez revoir et revoir avec les patients pour la réduction des méfaits. Et voici aussi une formation en ligne que je vous recommande de MD Briefcase. Moi, j'avais fait l'ancienne formation de Advanced Practice. Ça, c'est la nouvelle formation qui est récente. Je suis tombée là-dessus, qui est des cas cliniques, des vignettes cliniques. Et c'est très adapté au Canada. Donc, en fait, c'est très intéressant pour nous d'avoir quelque chose qui est canadien. Donc, je vous ai mis la référence, d'autant plus que la recherche ici en haut a démontré que les résidents et les médecins de famille et les médecins en général désirent avoir davantage de formation sur le cannabis médical. Donc, est-ce que c'est ça notre avenir avec le COVID et le cannabis médical, d'avoir des petites bulles pour être chacun avec une distanciation physique peut-être? Voici certaines références, celles qui ne sont pas dans la présentation même. Et je vous invite à me poser des questions oralement ou via le chat. Je vous remercie de votre attention. Ça m'a fait plaisir de parler d'un sujet qui me passionne. Et si je n'ai pas la réponse à vos questions, je vous mets mon courriel dans le chat et je vous invite à m'envoyer un courriel pour me poser des questions et je pourrai vous envoyer la documentation, faire des recherches ou discuter avec vous. Alors, je vous écoute s'il y a des questions. Docteur Malherbe, vous aviez dans le chat une remarque de Sylvain, je crois que c'est Docteur Côté. Vous utilisez souvent le verbe, est-ce que vous voyez à 7h25, vous utilisez souvent le verbe aurait? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce qu'on suppose? Aurait un effet, je ne sais pas si c'était par rapport à une indication particulière. Est-ce que Sylvain pourrait peut-être me dire le aurait? Parfois, je l'utilise quand c'est un petit peu ce qu'on suppose avec l'indication du cannabis sur certains récepteurs, qu'on sait. Allô? Oui? Je suis Sylvain. La question était, je ne veux pas, surtout pas, comment je dirais, argumenter sur les effets, etc., mais il me semblait qu'on utilisait souvent le mot aurait un effet anti-inflammatoire, aurait un effet de relaxation. Qu'est-ce qui est prouvé? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce que les patients vont nous dire qu'eux autres éprouvent? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est objectif là-dedans? Vous allez me dire, dans toute douleur, de toute façon, on utilise de la morphine, plein de drogues psychoactives. Il faut se fier aux patients. Notre métier est sur une base de respect mutuel, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on suppose? C'est vraiment une excellente question. Je pense que ce qu'on sait, c'est par rapport aux neurotransmetteurs de nos récepteurs. Donc ça, on connaît l'effet de nos endocannabinoïdes. Donc, on sait l'effet qu'ils ont au niveau des récepteurs. Et comme on sait que ces molécules vont augmenter ces effets-là de neurotransmetteurs, on sait qu'il va y avoir un effet anti-inflammatoire. Maintenant, quel est l'effet sur le patient? C'est difficile à dire. Ça va être au niveau du soulagement de la douleur, qui est, comme vous dites, quelque chose de très subjectif, qui va être au niveau de l'anticonvulsivant. Et quand même, au niveau de la douleur neuropathique, il y a quand même eu des effets prouvés au niveau randomisé contrôlé. Au niveau anticonvulsivant, il y a des effets démontrés. Donc, les effets démontrés au niveau douleur, anticonvulsivant, nausées, vomissements via les récepteurs, ça, ce sont des effets qui sont prouvés. Maintenant, est-ce que les patients le ressentent? Oui, parce que ça a été prouvé, mais c'est du soulagement de symptômes. Alors, il y a des échelles, il y a des choses comme ça. Donc, ils ont vu des effets d'amélioration au niveau d'une échelle de gradation de 0 à 10 ou de la quantité de vomissement ou de la quantité de convulsion. Donc, ça, c'est prouvé.
Mais ensuite, quand les gens, on arrive avec des recherches qui sont plus, des données moins probantes, ben, il y a beaucoup de subjectivité par rapport au fait que les gens vont dire, ben oui, moi, j'ai mieux dormi au niveau de mon insomnie, j'ai mieux fonctionné dans mon quotidien. À ce moment-là, au niveau de la qualité de vie, je pense que c'est beaucoup plus subjectif. Mais je pense pas que c'est négligeable non plus, la subjectivité, si les patients sont heureux. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, très bien. Je vous remercie de prendre le temps. Alors, il est 8 heures, je ne vous tiendrai pas plus longtemps. Encore une fois, je suis très ouverte à recevoir des courriels. Je suis ouverte à discuter. Je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est une avenue qui est très changeante. Alors, je vous invite à rester à l'affût de ça. Puis, je vous invite surtout à rester ouvert d'esprit, puis à essayer peut-être cette ouverture d'esprit sur vos prochains patients pour voir la réaction que vous allez avoir. Et vous allez peut-être être très surpris de la discussion plus enrichissante que vous allez pouvoir avoir. Alors, merci encore et je vous souhaite à tous une excellente soirée.